bienvenue à ce premier webinaire de l'automne 2024. Ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, le premier qui s'appelle Pédagogie pédagogie, pardon, la technologie et la pédagogie extérieure, qui sera présenté par Charlotte Humner. Charlotte va se présenter dans quelques minutes. Pour ma part, je suis Teguen Gadet, je suis professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UQAM. Et avec mon équipe, on est en charge donc de développer un ensemble de séries de webinaires qui portent sur la pédagogie extérieure et sur différentes thématiques qui pourraient être utiles donc aux différents professionnels, étudiants, enseignants, coachs, kinésiologues et puis encore d'autres professions qui pourraient nous rejoindre autour de la table ce soir. Donc merci à tous d'avoir accepté de vous inscrire. Pour votre information, il y aura également deux autres webinaires à l'automne, un qui sera déjà dès la semaine prochaine, le 23 octobre à 18h30 également. Et puis le prochain aura lieu le 21 novembre. Donc vous pouvez aussi vous inscrire sur le même lien. Vous aurez accès à toutes les informations et inscriptions. Sur ce, je cède la parole à Charlotte. Merci Charlotte d'avoir accepté de présenter ce webinaire et la parole est à toi. Donc, c'est ça, merci à tous et à toutes d'être présents ce soir. Euh, Dans le fond, comme Tequan a dit, si vous voulez pas être dans l'enregistrement, peut-être juste éteindre vos caméras. Je me présente Charlotte. Je viens de terminer ma maîtrise à l'UQAM en sciences de l'activité physique. Et mon sujet de maîtrise portait sur comment les pratiquants d'activités de plein air utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner sur leurs activités puis apprendre sur le plein air. Donc, je suis quand même bien placée pour vous parler aujourd'hui de la technologie et la pédagogie extérieure. Je suis aussi enseignante au collégial, au cégep, en éducation physique. Donc, c'est des enjeux qui me concernent aussi. Donc, sans plus tarder, la grande question à laquelle on va essayer de répondre, il y a peut-être une bonne réponse, il y a peut-être pas de bonne réponse, c'est écran ou pas d'écran quand on fait de l'éducation plein air. Donc, pour vous faire comme un petit topo de ce qui va s'en venir dans cette présentation, je vais d'abord commencer par vous introduire le sujet en vous expliquant un petit peu les avantages et les désavantages d'inclure la technologie dans les activités de plein air. Ensuite, il y a une petite section où je vais vous présenter différents outils pédagogiques que vous pouvez utiliser à travers vos interventions. Et aussi, j'ai une petite activité que vous allez pouvoir essayer de faire. Puis par la suite, j'ai une petite section discussion avec quelques questions. Donc, sans plus tarder, euh, pour introduire un peu le sujet de la technologie et le plein air, il faut un peu remonter euh, historiquement, puisque historiquement, le plein air a toujours été considéré comme un endroit pour déconnecter de la technologie moderne. Puis ça découle notamment du courant du romantisme. Mais aujourd'hui, on s'entend que la technologie fait partie de pas mal toutes les sphères de notre vie, que ça soit notre vie quotidienne ou bien quand on fait des activités de plein air, que ça soit des activités de plein air de loisirs, donc juste pour nous-mêmes, ou que ça soit lorsqu'on encadre des activités de plein air, la technologie, elle vient un petit peu s'insérer là-dedans. Donc, on peut utiliser la technologie pour, par exemple, prendre des photos. Je suis sûre que tout le monde présent ici ce soir a déjà sorti son téléphone cellulaire pour prendre une photo d'un beau paysage. Mais de plus en plus, on peut aussi utiliser la technologie comme un outil pédagogique ou un outil qui peut nous aider à pratiquer nos activités de plein air. Donc, un des exemples les plus concrets auxquels je peux penser, ça serait utiliser une application de navigation sur notre téléphone cellulaire à la place d'utiliser une carte papier. Donc, de plus en plus, on voit de moins en moins de personnes avec des cartes papier, puis ils vont plus utiliser des outils de navigation sur leur téléphone cellulaire. On peut aussi utiliser la technologie, notamment nos téléphones cellulaires, les réseaux sociaux, des sites Internet, tout ça pour aussi planifier nos activités. Donc, on peut utiliser cette technologie pas seulement durant nos activités, mais en amont pour se renseigner sur ces activités. OK. Donc, un petit peu de faits saillants sur le temps passé devant les écrans.
Donc, je pense que ça vient sans surprise que la majorité des Canadiens utilisent la technologie puis les téléphones cellulaires pour se renseigner. Environ 9 Canadiens sur 10 âgés de 15 à 34 ans utilisaient les réseaux sociaux sur une base régulière. Puis aussi, environ 4 jeunes sur 10, donc 40,7% des jeunes, respectaient la recommandation en matière de temps passé devant un écran. Donc, ça veut dire que la majorité des jeunes dépassaient le temps recommandé par jour sur les écrans euh, cellulaires. On a aussi constaté dans la même étude que plus de la moitié des adultes respectaient les recommandations relatives au temps passé devant un écran lors des jours de travail. Puis qu'en 2021, on peut aussi voir que cette proportion a diminué de 8,9 de pourcentage, donc pour passer de 45%. Tout ça pour dire, avec toutes ces statistiques, que la majorité des Canadiens passent une grande quantité de temps devant des écrans et devant des réseaux cellulaires. Donc, c'est davantage pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte la technologie dans toutes les sphères, incluant les activités de plein air. Donc, ça, c'est une autre grande question à laquelle on veut se pencher aujourd'hui, c'est devrait-on autoriser le téléphone cellulaire durant des activités de plein air? Donc, je vais un petit peu vous présenter des désavantages et des avantages d'inclure les téléphones cellulaires ou bien la technologie durant des activités éducatives en contexte de plein air. Parce que on s'entend, c'est pas une question noir ou blanc. Dans le sens qu'il existe des avantages et il existe des désavantages. Puis ces avantages et désavantages sont vraiment détaillés dans les deux revues de la littérature suivantes. J'ai mis dans la conversation sur Zoom un document PDF avec beaucoup de ressources. Donc, si jamais vous voulez lire ces revues de littérature, vous voulez vous renseigner davantage sur le sujet, vous pouvez aller consulter ces ressources. Mais ces deux revues de la littérature ont fait le tour de beaucoup d'études qui se penchent sur le sujet, sur est-ce qu'on devrait autoriser le téléphone cellulaire dans des activités de plein air? C'est quoi les avantages? C'est quoi les désavantages? Donc, pour vous résumer un petit peu les grands désavantages, euh, on a trouvé dans ces revues de la littérature que les participants étaient moins concentrés sur la tâche à effectuer en plein air lorsque la technologie était présente. On a aussi constaté que l'utilisation des téléphones cellulaires et de la technologie pouvait rendre les expériences de plein air moins immersives, puisque les participants étaient toujours connectés à leur vraie vie ou leur vie pas dans le cours ou dans l'expérience en plein air. Aussi, après des expériences en plein air sans téléphone cellulaire, les adolescents revenaient positivement sur leur expérience. Donc, le fait de ne pas avoir leur téléphone cellulaire pour une période de temps, une étude a démontré que les adolescents étaient contents de ça, que c'était une expérience positive globalement. Puis aussi, on a trouvé dans certaines études que il y avait une augmentation de risque d'accident chez les pratiquants qui se fiaient trop aux fonctionnalités présentes sur les téléphones cellulaires pour des aspects de sécurité en plein air. Par exemple, on peut penser à l'exemple que je vous ai présenté au départ. Une carte papier, ça perd jamais sa batterie, ça va toujours être là. C'est sûr que ça peut devenir mouillé, mais un téléphone cellulaire, si c'est la seule carte à laquelle on a accès puis on n'a plus de batterie, mais ça pose un peu un problème. Donc, c'est pour ça que dans cette étude, ça a démontré qu'il y avait peut-être des enjeux sécuritaires liés à l'utilisation des téléphones cellulaires dans des contextes de plein air. De l'autre côté de la médaille, il y a beaucoup d'études qui soulèvent les avantages d'inclure les téléphones cellulaires et la technologie dans des expériences en plein air. Donc, on a d'abord trouvé que l'utilisation ou l'intégration de la technologie dans l'éducation plein air augmente la motivation des participants à participer à des activités en plein air en augmentant, euh, comme, en proposant plutôt des nouvelles façons amusantes et attrayantes d'interagir avec le monde naturel. Donc, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes aussi, comme les études que je vous ai montrées au départ, qui démontrent que
la technologie fait partie pas mal de la vie de tout le monde. Puis sur la technologie, il y a beaucoup, ou sur les réseaux sociaux ou sur les téléphones cellulaires, il y a beaucoup de fonctionnalités qui peuvent rendre des activités plus interactives, plus amusantes. Puis on peut penser, par exemple, à intégrer euh, l'utilisation de vidéos, donc créer des petits vidéos en contexte de plein air ou d'autres applications qu'on peut aussi intégrer à travers nos enseignements que je vais vous présenter dans quelques instants. Ok. Un exemple d'utilisation technologique dans une activité de plein air, ça serait l'élicitation photographique et la tenue d'un journal en ligne. Donc, dans cette étude, les participants tenaient un journal sur leur réseau, sur leur téléphone cellulaire où ils intégraient des photos qu'ils avaient prises durant la journée. Par exemple, durant une expédition, les participants pourraient prendre des photos des repas qu'ils avaient cuisinés ou des beaux paysages, puis ils intégreraient ça dans leur journal de bord quotidien pour rendre un petit peu un journal de bord quotidien plus interactif parce que des fois, ça peut être plus amusant que juste écrire ses pensées, d'intégrer des images du vécu qu'on a vu durant la journée. La technologie peut aussi être utilisée pour découvrir des informations sur des activités de plein air, par exemple, découvrir des aspects de la gestion de la nature, de différentes organisations. Puis, je vais vous parler de différentes applications qu'on peut utiliser à travers nos enseignements en plein air dans quelques instants. Et aussi, je vous en ai déjà parlé, mais on peut utiliser la fonctionnalité du GPS sur nos téléphones cellulaires. Euh, donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant, utiliser le GPS présent sur notre cellulaire dans la navigation. Donc, c'est important, ça serait quelque chose à intégrer si on enseigne, par exemple, l'orientation, vu que de plus en plus de personnes vont utiliser leur téléphone cellulaire comme carte et comme GPS. C'est important que ces personnes soient aussi capables d'utiliser, soient capables de bien utiliser ces applications. Et oui, il y a beaucoup de bienfaits de savoir s'orienter avec une carte papier, mais vu que les GPS sur les téléphones cellulaires sont de plus en plus utilisés pour la navigation en plein air, ça serait aussi important d'intégrer euh, l'utilisation de ces applications de navigation dans les différents scénarios. Parlant d'applications de GPS qu'on peut utiliser pour aider ses élèves ou aider ses participants à apprendre à naviguer sur une carte numérique, ça serait l'application Caltopo et Gaia GPS. Donc, on peut utiliser ces deux applications conjointement. Donc, par exemple, sur Caltopo, des participants ou des étudiants, ils peuvent créer des trajets sur une carte. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a plusieurs liens YouTube qui peuvent vous expliquer comment utiliser Caltopo plus en détail. Mais une fois, par exemple, qu'on a créé une carte sur Caltopo, on peut faire, par exemple, un atelier où on crée une carte sur Caltopo dans un laboratoire à l'école. Ensuite, on peut télécharger la carte qu'on a créée vers l'application Gaia GPS. Et ensuite, les étudiants, ils peuvent naviguer le trajet qu'eux-mêmes ont créé. Donc, ça rend la navigation interactive et ça a fait aussi une activité en deux temps, donc une étape plus à l'intérieur en classe, puis ensuite plus une activité terrain. Donc là, je vous ai parlé de deux applications ou deux sites web. Caltopo, c'est plutôt un site web, mais il y a plusieurs autres options. Il y a de plus en plus de sites web qui se créent de navigation ou d'applications de navigation, mais Caltopo et Gaia GPS, si vous voulez commencer à utiliser des applications de navigation, ça serait deux que je vous conseillerais parce qu'ils sont assez faciles d'utilisation. Il y a aussi des applications de géocache qu'on peut utiliser pour travailler un petit peu la navigation. Donc, si vous n'êtes pas familier avec des applications de géocache, donc dans ces applications, il y a différents points placés sur une carte et on peut utiliser une application pour essayer de trouver ces points. Puis des fois, il y a des petits trésors, on pourrait dire cachés, des petits messages cachés. Donc, c'est aussi une façon de rendre une activité de navigation vraiment intéressante parce que les participants doivent aller trouver quelque chose, un peu une chasse au trésor. Puis aussi, en tant qu'intervenant ou enseignant, ça fait un petit peu moins de préparation vu que les points sont déjà placés sur la carte. Pas besoin d'aller placer les cartes par nous-mêmes ou d'aller placer les points par nous-mêmes avant l'activité. C'est déjà fait par des utilisateurs. Il y a aussi des applications qui peuvent vraiment aider avec des habiletés techniques.
Par exemple, apprendre à faire un nœud, ça peut être très complexe. Souvent, par exemple, si on essaie d'enseigner à une classe au complet comment faire un nœud en particulier, ça peut être beaucoup, vu qu'il y a certains étudiants qui ont plus de difficultés. Mais une application comme Knots 3D, ça peut aider les étudiants à vraiment comprendre étape par étape comment faire le nœud. C'est vrai qu'il existe des vidéos YouTube qui vont expliquer comment faire un nœud, par exemple, mais sur cette application, il y en existe d'autres, l'étudiant peut ralentir le rythme. Donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un, ça me prend vraiment longtemps à apprendre des nouveaux nœuds. Puis, si j'essaie d'écouter une vidéo YouTube, je trouve que ça va beaucoup trop vite. Mais avec cette application, je peux ralentir le rythme. Je peux aussi changer l'orientation de la corde pour vraiment comprendre comment faire le nœud. Donc, ça serait peut-être un outil que vous pouvez intégrer dans vos interventions si jamais vous avez de la difficulté à enseigner à beaucoup de personnes comment faire un nœud en particulier, ou même si vous-même, vous vous souvenez pas comment faire un nœud, cette application, ça se télécharge sur son téléphone, puis ensuite, si on part en expédition, c'est pas une application qui utilise l'Internet, donc on peut après ça aller retourner sur l'application puis voir tous les nœuds. Ça va même nous dire, par exemple, quels nœuds sont utiles pour une situation de survie ou pour une situation d'eau vive ou d'escalade. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. C'est juste une autre image de l'application Not 3D. Il y a aussi des applications d'identification de faune et flore qui peuvent être vraiment amusantes à intégrer dans des activités d'identification. Donc, dans ces applications, en général, il faut utiliser la fonction de caméra sur le téléphone cellulaire. Puis ensuite, il faut prendre une photo de quelque chose. Puis ensuite, l'application va identifier s'il s'agit il s'agit de quelle espèce. Et ça peut être utile, par exemple, une activité où vous proposez à vos participants différents arbres qu'il faut qu'ils aillent identifier, différentes plantes, puis ensuite, ils peuvent utiliser cette application pour tenter d'identifier les différentes espèces que vous avez nommées. Puis ça fonctionne aussi bien pour la faune et la flore. Euh, Même chez vous, si jamais vous trouvez une bébite, vous ne savez pas trop c'est quoi, ça peut être utile d'utiliser cette application pour identifier l'espèce que vous voyez. Il y a des applications d'identification de constellations où on utilise notre caméra de téléphone cellulaire, on l'emmène vers le ciel et ensuite, ça va nous aider à identifier les constellations, puis ça va aussi nous aider à visualiser ces constellations. Donc, par exemple, des fois, c'est un petit peu difficile de voir c'est quoi la forme qu'on essaie de voir, mais dans ces applications, ça va nous créer la forme dans le ciel, un petit peu, si c'est clair. On peut un petit peu voir ici l'image en bas à gauche qui montre un petit peu ce que je veux dire. Donc, ça identifie les étoiles, puis aussi la forme que la constellation est supposée créer. Comme ça peut aider nos participants à se rappeler de c'est quoi le nom de la constellation. Des applications météorologiques. Je suis sûre que la majorité d'entre vous consultent une application météorologique peut-être à chaque matin pour regarder, par exemple, comment vous allez vous habiller pour la journée. Mais les deux applications que je vous présente aujourd'hui, Windy puis Windy App, c'est des applications qui sont plus exactes, je pourrais dire. Donc, il y a toujours différentes façons d'interpréter la météo. Donc, dans ces applications, ça va vous montrer toutes les différentes interprétations de la météo. Puis ensuite, moi, je regarde par exemple, il y a 6 interprétations de la météo. Je vais regarder les 6. Puis, vu que certaines chaînes disent quelque chose, certaines chaînes prédisent quelque chose d'autre pour la météo, je vais un petit peu faire la moyenne de ça, puis ça me donne une meilleure idée de la météo. Par exemple, si je regarde juste Météo Média, ça va juste me donner une météo, mais dans ces applications, ça va me donner toutes les prédictions possibles. Ça me permet de mieux planifier mes activités en plein air avec mes élèves, puisque je regarde pas juste une source, j'en consulte plusieurs. Puis dans cette application, on peut voir les courants de vent, les précipitations. Ça peut aussi être un outil pédagogique intéressant pour comprendre dans quelle direction les courants de vent s'en vont, c'est quoi les précipitations qui s'en viennent, qui partent. Donc, je vous conseille vraiment surtout l'application Windy à ma droite, donc le W en rouge, une application très utile. Il y a aussi des applications qui nous permettent d'identifier les aurores boréales ou en fait de comprendre si c'est une soirée où il va y avoir beaucoup d'aurores boréales. Cette année, c'est une année qui est supposée y avoir beaucoup d'aurores boréales, plus que d'autres années. Donc,
c'est une bonne année pour essayer cette application. Donc, je vous conseille l'application Aurora. Il y en a d'autres aussi. Puis dans le fond, ça va vous demander de vous positionner sur la carte où vous pouvez autoriser l'application à savoir où vous êtes où. Ensuite, ça va vous donner l'index qui est capé, qui est un index qui nous indique c'est quoi un petit peu nos chances de voir des aurores boréales. Puis ça va aussi nous dire nos pourcentages de chances de voir des aurores boréales. Donc, quand j'ai pris cette capture d'écran, il y avait 0% de chance de voir des aurores boréales. J'en ai pas vu cette soirée-là. Mais ça, c'est une soirée au mois de mai. J'avais utilisé l'application. Puis, il y avait des aurores boréales dans ma cour. Donc, j'étais très contente. Ça, c'était à Montréal. Donc, sans cette application, j'aurais peut-être pas vu les aurores boréales. Puis, un fait intéressant sur les aurores boréales, c'est souvent nos caméras sur nos téléphones cellulaires sont capables de mieux les capter. Donc, par exemple, si vous êtes dans une sortie en plein air avec des participants, vous ouvrez l'application Aurora, puis vous voyez que l'index capé est élevé, qu'il y a beaucoup de chances de voir des aurores boréales. C'est le soir, puis vous ne voyez pas euh, d'aurore boréale. Ben, vous pouvez utiliser vos téléphones cellulaires. La caméra va vous aider à voir ces aurores boréales parce qu'elles sont plus difficiles à voir à l'œil nu. Aussi, juste quelque chose à considérer avec l'application Aurora, c'est que ça dit pas quand il y a des nuages. Donc, même si l'index capé, ça dit 30% de chance de voir des aurores boréales, si c'est une soirée nuageuse, ça va pas on va pas nécessairement voir des aurores boréales, mais ça nous donne quand même une bonne indication parce que si c'est une belle soirée, il n'y a pas de nuages, puis l'index capé est de 0, on va pas voir d'aurore boréale. Puis on peut aussi voir dans le monde sur cette application où est-ce que les aurores boréales sont présentes ou où est-ce qu'on peut les voir dans le monde. Donc, ça peut être intéressant pour ça aussi. OK. Donc là, je vous ai présenté plein d'applications, mais il y a un petit peu des considérations pratiques. Donc, on s'entend que souvent, quand on est en situation de plein air, on n'a pas nécessairement accès à de l'Internet. C'est sûr que de plus en plus, c'est répandu. Donc, il y a plusieurs de ces applications qui fonctionnent avec de l'Internet, puis d'autres qui fonctionnent sans Internet, mais principalement avec de l'Internet. Donc, c'est quelque chose à considérer quand on va utiliser ces applications. Les applications de navigation, s'utilise très bien sans Internet. Donc, une des applications les plus utiles en plein air, à mon avis, peut être utilisée sans Internet. Une autre considération pratique, quand je dis sans Internet aussi, ça veut dire sans données cellulaires aussi. Une considération pratique aussi, c'est le manque de batterie sur nos téléphones cellulaires. Donc, par exemple, si on utilise les applications de navigation puis on manque de batterie, c'est pas super non plus. Donc, des choses qu'on peut faire, c'est amener une batterie de rechargement ou une batterie de secours. Je vous le conseille toujours si vous planifiez utiliser votre téléphone cellulaire ou même si vous ne comptez pas l'utiliser, je conseille à tous et à toutes d'amener une batterie de rechange parce qu'un téléphone cellulaire, ça peut toujours être un outil dans la gestion des risques, même si on a accès à d'autres outils, par exemple des Garmin ou d'autres outils satellites, un téléphone cellulaire, ça peut toujours être un plan B. Donc, je vous conseille de toujours amener une batterie de recharge, même si vous ne comptez pas utiliser votre téléphone cellulaire dans un contexte d'encadrement d'une activité en plein air. J'ai mis une photo d'une compagnie que je recommande beaucoup. Donc, au fil des années, j'ai essayé beaucoup de différentes banques ou banques de chargement ou batteries externes. Puis la compagnie Anker, ANKER, je trouve vraiment que c'est la meilleure. La batterie, elle est très robuste, puis peut vraiment charger son téléphone cellulaire plusieurs fois avec cette batterie. Souvent, je vois des personnes durant des expéditions amener des batteries qui sont chargeables avec le soleil, donc des batteries solaires. Ça peut être très bien, mais si vous optez pour cette option, testez vos batteries parce que souvent, les batteries qui sont rechargeables avec la luminosité du soleil fonctionnent pas toutes au même niveau. Donc, il y a certaines batteries qui sont de meilleure qualité, qui vont très bien se charger au soleil, puis d'autres moins bien. Puis il faut aussi considérer que au Québec, ou au Canada en général, on n'a pas nécessairement toujours les belles journées ensoleillées où on peut laisser, par exemple, notre cellulaire et notre batterie rechargeable sur notre sac à dos ou sur un baril. Donc, c'est pour ça que moi, j'opte toujours plus pour une batterie euh, externe qui est pas rechargeable solaire. Puis des fois, je vais amener une batterie externe, puis je vais amener une batterie solaire
comme plan B, surtout si c'est une longue expédition. Ok. Donc, j'ai aussi quelques trucs pour économiser de la batterie sur votre téléphone cellulaire. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas. Mais je vous conseille toujours en situation de plein air, quand vous n'allez pas pouvoir charger votre téléphone pour une longue durée, de mettre votre téléphone cellulaire en mode avion, d'aussi le mettre en mode économie de batterie, de baisser la luminosité de votre téléphone au maximum et d'éviter le mode Bluetooth. Donc, par exemple, j'ai des écouteurs Bluetooth en ce moment, ça draine très rapidement la batterie sur les appareils technologiques. Donc, si vous voulez écouter de la musique ou si vous êtes en écouter de la musique, euh, je conseille vraiment des écouteurs avec un fil parce que la batterie des téléphones cellulaires peut durer beaucoup plus longtemps quand on n'utilise pas la fonctionnalité Bluetooth. Donc là, dans cette deuxième partie, j'ai une petite activité à vous proposer qui concerne l'intelligence artificielle parce que de plus en plus, quand on parle de technologie en général, il faut parler, à mon avis, de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans les milieux éducatifs. Donc, l'intelligence artificielle, quand je dis intelligence artificielle, peut-être la première chose qui vous vient en tête, c'est ChatGPT. Donc, j'ai une petite activité qui concerne le plein air et ChatGPT. Donc, je vais vous donner quelques instants pour réaliser cette activité. Vous allez ouvrir ChatGPT sur votre ordinateur, puis vous allez demander à ChatGPT de vous faire un menu pour un contexte particulier. Vous allez spécifier à ChatGPT le nombre de jours que vous avez prévu, l'activité en question, la météo, la saison de l'activité, est-ce que c'est en automne, est-ce que c'est à l'hiver. Puis ensuite, on va revenir ensemble. Je vais vous montrer les résultats de ma recherche sur ChatGPT, ce que j'ai trouvé. Donc, je vous laisse faire ça pendant 2 minutes. Donc, je vais peut-être vous demander de partager vos résultats dans quelques instants, mais je vais juste vous montrer mon exemple. Donc, moi, j'avais demandé à ChatGPT de me faire un menu pour une expédition en camping d'hiver de 3 jours. J'ai dit, l'expédition se déroule en hiver et je veux que la nourriture soit la plus légère possible. Je veux aussi que tu me fasses une liste d'épicerie. Donc, le ChatGPT m'a un petit peu fait un petit menu. Là, j'ai regardé un petit peu le menu, puis là, j'ai vu légumes frais, pommes, oranges. Ça, re- Ça répond pas trop à mes demandes, mais les autres propositions sont assez intéressantes. Donc, on peut regarder flocons d'avoine instantané avec des fruits secs et noix, ça c'est intéressant. Sandwich au fromage à tartiner à base de pain complet. Mais on peut voir que légumes frais, pommes et oranges, c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait amener en contexte camping ou plus en contexte de camping hivernal. Donc, ça, c'est juste pour jour 1. Donc, ça m'avait donné les 3 jours, mais je vous présente juste jour 1. Donc, on peut aussi voir repas déshydratés à réhydrater sur place, comme des pâtes à la bolognaise ou un curry végétarien. C'est de bonnes options. Donc, là, vu qu'il y avait des petites choses qui clochaient dans ma recherche, j'ai un petit peu modifié ma demande. Donc, là, j'ai dit, je ne veux pas qu'il y ait de fruits frais, des légumes frais ou des aliments en canne. Puis là, une fois que j'ai changé ça à ma recherche, euh, j'étais satisfaite du menu qu'on m'a proposé. On peut aussi proposer des choses, par exemple, dans cette situation, euh, fais-moi un menu qui est dense en lipides et très calorique. Parce que, par exemple, en camping d'hiver, on veut privilégier les lipides puis augmenter le nombre de calories dans nos repas. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de bien dans sa recherche ou avait trouvé quelque chose de bizarre, un repas bizarre que ChatGPT a proposé à travers sa demande? OK. Sinon, ouais, c'est pas grave. Ah, OK, bon. Oui, Louis-Charles. Allô, vous m'entendez bien? Allô? Oui. Oui, ben écoute, là, moi je suis en train de vérifier, puis c'est impressionnant comment il nous sort vraiment un menu selon ce qu'on lui a demandé, là. Mais tu vois, c'est très standard, un peu comme toi, là, beaucoup de flocons d'avoine instantanés, du thé chaud, du café, de la soupe déshydratée, mais il spécifie vraiment beaucoup de choses déshydratées, c'est intéressant. On dirait qu'il prend en considération, là. Euh, un sandwich beurre de cacahuètes et confiture, mon Dieu, les grands classiques qui ressortent.
Mais pas rien de. En tout cas, je lirais ça, puis je me dis, il y a quand même de quoi de bien. Tu sais, comme tu dis, on l'adapte sûrement à nos besoins après, là, où on spécifie un peu plus dans ce qu'on lui demande, mais c'est une bonne base, ça fait réfléchir. C'est ça. Puis des choses qui pourraient peut-être nous aider à euh, bonifier notre recherche. On pourrait peut-être écrire je veux que ce menu soit original et spécifie, moi, par exemple, les repas déshydratés plus en détail. Ouais. Mais merci d'avoir partagé. Aussi, j'ai demandé après ça à ChatGPT de me faire une liste d'épicerie avec les différents items nécessaires. Donc, si c'est une activité que vos élèves font, après ça, c'est génial parce que ChatGPT va faire une liste d'épicerie. Mais après ça, ils savent exactement quoi aller chercher. Puis, une autre façon qu'on pourrait utiliser ChatGPT, c'est si vos participants ils ont déjà créé leur menu, ben après ça, ils peuvent rentrer le menu dans ChatGPT puis demander à ChatGPT de leur faire une liste d'épicerie. Ça va bien se faire. Donc, tout ça pour dire ChatGPT, ça peut être utilisé en amont pour planifier des expéditions. C'est sûr que l'intelligence artificielle est à ses débuts. Ça va juste aller en s'améliorant. Donc, en utilisant ChatGPT, des fois, il faut plus préciser ce qu'on veut parce que ça nous donne des réponses un petit peu génériques, comme on peut constater des fois quand nos étudiants utilisent ChatGPT dans des travaux, par exemple. C'est vraiment des réponses génériques qui ressortent aussi. Un autre outil que j'ai pas intégré dans cette présentation PowerPoint, mais dont je vais vous parler, ça serait l'outil qui s'appelle Brisk, donc BRISK. Donc, c'est un outil qui peut être utile pour des enseignants ou d'autres types d'intervenants. Puis, dans le fond, cette application ou ce type d'intelligence artificielle, c'est une extension qu'on rajoute à un serveur. Puis ensuite, ça peut nous aider à créer des questions à partir d'une vidéo YouTube ou créer un quiz à partir d'une vidéo YouTube. Donc, ça s'utilise dans tous les contextes d'enseignement, mais si on pense à un contexte d'enseignement ou d'intervention en plein air, on pourrait, par exemple, planifier des vidéos du matériel qu'il faut amener pour une expédition, puis ensuite, cette extension pourrait nous aider à ensuite créer des questions auxquelles les participants devraient répondre avant de partir faire leur expédition. Donc, si vous ne l'avez pas essayé, je vous encourage à l'essayer. BRISK, c'est pas un outil ou une intelligence artificielle parfaite, mais ça peut nous aider à avoir des idées d'activités aussi liées à des sujets précis. Bon, je continue ma petite liste d'épicerie. Bon. OK. Donc, comme j'ai dit, l'intelligence artificielle, mais la technologie et l'Internet, les réseaux sociaux peuvent tous être utilisés pour planifier des activités de contexte en plein air. Donc, c'est différentes ressources que je vous ai nommées. On peut aussi penser aux fichiers Excel en ligne. Donc, il y a des personnes qui vont faire des itinéraires vraiment élaborés, puis ils vont mettre ces fichiers Excel disponibles dans différents groupes Facebook. Donc, ça peut être des outils que vous pouvez aussi utiliser pour planifier vos interventions. Okay. Donc, en conclusion, il y a beaucoup de désavantages et d'avantages d'inclure la technologie en contexte de plein air. Chose certaine, c'est que la technologie est là pour rester. Donc, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il faut trouver des façons d'utiliser la technologie à travers nos interventions, mais tout en considérant les différents aspects qui peuvent être moins bénéfiques de la technologie à travers ces interventions. Donc, l'utilisation de la technologie peut offrir des opportunités d'apprentissage, puis on peut aussi faire des compromis sur l'utilisation technologique parce qu'il y a des désavantages à inclure la technologie dans nos interventions en plein air aussi. Donc, on peut penser à un compromis d'utiliser la technologie avant une sortie en contexte de plein air. Par exemple, pour faire la planification, pour aller valider des apprentissages, pour utiliser des applications de navigation. Puis ensuite, on peut faire une expérimentation de sortie en plein air sans technologie. Donc, on peut avoir les bienfaits d'avoir une expérience sans technologie, mais avoir l'expérience technologie, puis apprendre à utiliser la technologie en lien avec le plein air avant l'activité en question. Puis ensuite, l'opportunité
d'offrir aux étudiants ou d'offrir aux participants d'être déconnectés de leur réseau cellulaire, de leurs réseaux sociaux ou de leur téléphone cellulaire durant une période de temps. Ça donne aussi l'opportunité d'ensuite de revenir sur cette expérience de déconnexion. Puis je l'ai essayé avec mes étudiants, puis la majorité d'eux reviennent sur cette expérience comme étant une expérience très positive. Donc, c'est assez une bonne nouvelle pour ça. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre présence à ce webinaire. Comme Tegwen mentionnait, si vous avez manqué le début du webinaire ou si vous avez envie de réécouter des parties, on va ensuite le diffuser sur une chaîne YouTube. Je vous ai aussi mis dans la section commentaires un document PDF avec des liens vers toutes les applications que j'ai mentionnées, ainsi que des liens vers d'autres ressources additionnelles. Donc, il y a des articles plus scientifiques, puis d'autres, plus des articles de journal si ça vous intéresse. Ça, c'est plus des articles scientifiques que j'ai utilisés à travers ma recherche pour planifier ce webinaire, mais aussi pour à travers ma maîtrise. Mais si vous voulez plus des outils concrets, vous pouvez aller voir le document PDF que j'ai partagé. Puis sinon, merci beaucoup encore pour votre présence. Merci à tous, merci Charlotte. On se rejoint pour ceux que ça intéresse donc la semaine prochaine. Le prochain webinaire aura lieu donc le 23 octobre à 18h30. On vous enverra un lien si vous êtes inscrit, le lien de Zoom, où vous pourrez participer au prochain webinaire. Sinon, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces webinaires sur une chaîne YouTube où vous aurez accès à tout l'enregistrement. Merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.